dans une région isolée, loin des routes et du trafic incessant. Madame Parker vit seule, mais a un locataire dans une grange, Clay, qui mène une vie tranquille d'apiculteur. Un jour, alors qu'elle gère ses finances, Madame Parker reçoit une notification de virus sur son ordinateur portable. Elle appelle le numéro indiqué, qui la met en relation avec une société d'hameçonnage. Le meneur, Garnett, prend sur lui de donner le bon exemple à ses apprentis. Il assure à Madame Parker que la notification provient du logiciel préinstallé sur son ordinateur portable et lui conseille de le mettre à jour. Comme Madame Parker ne connaît pas l'informatique, Garnett lui propose de le faire à distance. Elle n'a qu'à télécharger un petit programme appelé Free1, qui lui donne accès à l'ordinateur. Garnett désactive l'appel, montrant à tous les membres de la société le compte en banque, l'assurance vie, la pension et, surtout, un compte de charité de Madame Parker avec 2 millions de dollars. Garnett commence le dépouillement, mais à ce stade, Madame Parker ne soupçonne toujours rien. Garnett lui assure que c'est tout à fait normal. De plus, en raison du désagrément, il promet de lui rembourser le montant de l'abonnement, en le transférant vraisemblablement sur le compte qu'elle gère. Pour vérifier le transfert, elle tente d'accéder au compte et constate un transfert de 50 000 dollars. Tout cela fait partie du plan de Garnett, qui utilise la sympathie. Madame Parker mord à l'hameçon et, en utilisant le mot de passe principal, tente de transférer l'argent. C'est là que Garnett touche le jackpot, vidant tous ses comptes en un instant. Lorsque l'écran de Madame Parker s'allume à nouveau, tous ses comptes ont été vidés. Elle n'en revient pas. Son téléphone commence à émettre des messages d'activité frauduleuse et la cruelle réalité commence à poindre. Pendant ce temps, Clay extrait le miel sucré et en réserve un pot pour Madame Parker. Il lui rend visite le soir pour le lui livrer, mais comme personne ne répond à la porte, il entre à l'intérieur. L'alarme incendie retentit et quelque chose ne va pas. En entrant dans la pièce voisine, il trouve une arme à feu. Soudain, il tombe dans une embuscade et Verona, la fille de Madame Parker, lui demande de s'agenouiller. Clay lui exprime sa sympathie, Madame Parker a déménagé. À ce stade, Clay est le principal suspect, Verona refuse d'accepter que sa mère se soit suicidée. Il répond calmement aux questions de l'agent, il lui apportait juste un pot de miel. Son passé d'apiculteur est confirmé. Lorsque Veron vérifie les comptes de sa mère, il pense que c'est peut-être la raison de son départ anticipé. Avec le résultat négatif du GSR et les empreintes digitales de Madame Parker sur le pistolet, il n'y a qu'une seule explication. Veron s'excuse d'avoir été un peu dur, mais c'est compréhensible. Pour mieux connaître la personne avec laquelle sa mère a vécu, elle l'invitait à prendre un café. Verona révèle que Clay rappelle à sa mère le frère décédé de Verona, un ancien Marine Raider. Madame Parker l'a toujours félicité davantage pour avoir tondu des pelouses que pour avoir été diplômée de l'académie du FBI. Veron révèle que quelqu'un a vidé tous les comptes de sa mère. Clay prend congé, il doit s'occuper de la ruche. Toujours en quête de justice pour Madame Parker, Clay contacte The Beekeeper, un groupe secret dont il s'est retiré, et demande une faveur pour retrouver le gang de Garnett. Peu de temps après, Clay reçoit l'adresse des malfaiteurs, un centre d'appel dirigé par Garnett. Arrivé avec 2 bonbonnes de gaz, la sécurité lui dit de retourner d'où il vient, mais il est là pour tout brûler. Les démontant d'un coup de poing, il pénètre à l'intérieur et attire l'attention de tous en leur demandant de répéter après lui, « Je ne volerai plus jamais les faibles et les vulnérables ». Mais il n'est accueilli que par des rires. Il y a d'autres façons de se faire comprendre. Cette fois, personne ne rit. Après avoir répété le serment, ils s'assurent qu'ils tiennent leur promesse en versant de l'essence partout. Garnett tente de l'en empêcher, mais c'est la façon qu'a Clay d'éliminer les frelons pour protéger la ruche. Clay est déjà à l'extérieur et l'endroit explose. Chez Danforth Enterprises à Boston, le gâté Derek Danforth reçoit un appel téléphonique de Garnett l'informant de l'accident du client mécontent. Il explique que Clay a traversé la sécurité comme un couteau chaud dans du beurre et qu'il a rasé l'endroit. Un bâtiment de 30 millions de dollars n'est plus qu'un tas de décombres. Le pire, c'est qu'ils n'ont aucune idée de l'identité du coupable. Derek doit jouer le rôle de chien de garde. Il va voir son conseiller, qui dirigeait la CIA à l'époque, et lui demande s'il peut trouver Clay et s'en occuper. Mais il ne veut pas en entendre parler. Pas de problème, Derek dit à Garnett de se connecter au nuage et de rechercher toute personne liée à la dernière entreprise qu'ils ont enfermée. D'une voix incertaine, Garnett promet de le faire. Peu après l'arrivée de Verona sur les lieux, personne ne peut identifier le coupable, mais elle célèbre intérieurement une petite victoire contre ces salauds. De retour à son siège, Clay s'adonne à l'apiculture. Mais ce n'est que le silence avant la tempête, Garnett arrive avec ses mercenaires chez Madame Parker et, remarquant que Clay s'éloigne, Garnett veut rendre coup pour coup. Il tire sur les ruches de Clay. Entendant les coups de feu, Clay active plusieurs machines pour masquer le son, tandis qu'ils arrivent tapis dans l'ombre, les obligeant à tirer et à avancer. Clay démantèle tranquillement les hommes de Garnett un par un. Garnett se retrouve seul,
paniqués par la mort de ces hommes, et les jeux sont faits. Clay coupe les doigts du garçon, le laissant en vie pour envoyer un message. Au cours d'une enquête, Verona reçoit un rapport sur un incendie dans la maison de sa mère, et découvre que les corps identifiés sont affiliés à la même société. C'est à ce moment-là que les agents commencent à comprendre que Clay est responsable. Garnett appelle Derek alors qu'il se trouve sur le pont, interrompant sa séance de manucure ou autre, s'attendant à de bonnes nouvelles, mais il s'agit d'une spirale descendante. Au moment où Garnett explique que Clay est une sorte de ninja apiculteur. Soudain, Clay sort Garnett de la voiture, l'attache et le fait tomber du pont. Prenant le téléphone, il fait savoir à Derek qu'il est le prochain. Le garçon a des frissons dans le dos. Il va ensuite voir son grand chien et lui explique qu'un apiculteur fou est à ses trousses. Il a mis le feu à l'un de ses 20 centres d'appel. Soudain, Wallace comprend. Il sait que Derek a fait une erreur, ignorant les aspects illégaux de son activité. Derek ne comprend pas pourquoi Wallace a si peur de cet apiculteur. En tant qu'ancien directeur de la CIA, Wallace lui assure qu'il ne peut rien faire pour l'aider. Le FBI commence enfin à reconstituer le puzzle et est certain qu'il y a un meneur pour tous ces centres d'appel frauduleux. Le plus grand mystère, c'est Clay, il est invisible, la seule chose qu'ils ont sur lui, c'est son acte de naissance. La seule explication est qu'il fait partie d'un programme confidentiel. Jessica appelle Wallace, le supplie de s'occuper de son fils, lui promet plus d'action dans la société, c'est tout ce qu'il veut entendre. Il fait sonner la ligne « Ne m'appelez jamais » sur cette ligne de la CIA et elle se rend compte, après avoir mentionné son stupide employeur qui a attiré l'attention de l'apiculteur, que c'est sérieux. Elle a besoin de l'aide de Janet. Le chef du programme spécial d'apiculteurs appelle Wallace, l'informant que Clay est un agent à la retraite et que l'actuel apiculteur en activité va prendre le relais. Regardant solennellement son miel, la voiture de Clay est percutée par l'arrière, la psychopathe sort son arme et commence à tirer, mais Clay est déjà à l'extérieur. La police ne l'intimide pas et lorsque Clay sort son arme, elle trouve cela drôle. Les deux s'affrontent, mais elle a du mal à tenir tête à Clay, qui n'est pas armé. Clay sort son pot de miel et le lui lance, l'enflammant. Clay lui coupe le doigt avant de partir. Par la suite, les apiculteurs déclarent leur neutralité, laissant Wallace seul. Le FBI prend peu à peu conscience des agissements de Clay, retrouve le corps de Garnett et arrive sur les lieux de la station-service. La fille est également un fantôme, tout comme l'ami qu'ils poursuivent. De plus, elle possède un livre sur l'apiculture. Les agents supposent que Clay est en route pour Boston. Wallace a réuni les anciens militaires et leur explique qu'une organisation secrète, dont même le directeur de la CIA n'a pas eu connaissance, opère dans l'ombre depuis des décennies. Les apiculteurs reçoivent toutes les ressources et sont autorisés à agir selon leur propre jugement. Mais un apiculteur à la retraite est devenu un voyou et n'agit pas dans l'intérêt de la ruche. Il traite les anciens membres des forces spéciales d'enfants comparés aux apiculteurs, mais peut-être qu'avec un nombre suffisant d'entre eux, ils ont une chance de s'en sortir. En utilisant le doigt de la femme psychopathe pour entrer dans son installation, Clay accède à l'ensemble de son arsenal et de ses informations. Retrouvant la base d'opération de Derek et s'approvisionnant en matériel, Clay s'apprête à tenir la promesse qu'il a faite à Derek. Verona informe le directeur adjoint du FBI que 3 scènes de crime sont liées à Clay, qui est lié à un programme classifié appelé Beekeeper. Il est en route pour Boston et sa prochaine cible est Nine Star United, qui supervise tous les centres d'appel de Derek dans le monde entier. Le directeur en a assez entendu et a donné aux agents les moyens de s'occuper de Clay. L'équipe d'intervention du FBI fait une descente dans le bâtiment, mais la sécurité privée veille à ce qu'il soit sécurisé. Il se contente d'un périmètre extérieur. L'équipe scrute toutes les autres entrées du bâtiment, mais il n'y en a aucune. Clay le confirme lui-même, sinon il l'aurait utilisé. Il ne veut blesser personne inutilement, mais le SWAT ne lui laisse pas le choix. Il parvient à écraser 15 hommes armés, avec l'un d'entre eux comme otage, à entrer par l'avant. Pendant ce temps, le commandant des mercenaires, Petty, tente d'évacuer tous ceux qui ne sont pas armés, mais le meneur, la poule aux œufs d'or, refuse. Il appelle Derek avec arrogance, qui à son tour réprimande Petty pour n'avoir pas fait son travail correctement. Personne n'évacue. Alors qu'ils acclament les tireurs qui s'en vont, Clay est parmi eux. En jetant un homme à terre, il fait taire les stalles et la poule aux œufs d'or continue de ne pas comprendre. Mais lorsque les hommes de Petty commencent à tirer, il est prêt à embrasser le sol. Clay parvient à courir vers le couloir et à grimper au plafond. Un homme étant tombé comme appât, il s'occupe de 2 autres. Pour masquer le bruit, il déclenche l'alarme incendie et se jette sur l'arme de Petty, en neutralisant 2 avant de le désarmer. Après avoir sorti une hache, Clay s'empare d'un extincteur, aveugle Petty et l'assomme. D'autres officiers étant dans la rue, Verona leur donne l'ordre de rentrer. Clay tire les ficelles de son prochain plan. Alors que les mercenaires pensent l'avoir coincé dans un ascenseur, il fait sauter le câble, entraînant dans sa chute ceux qui se sont échappés. S'écrasant en bas, les agents préfèrent de toute façon emprunter les escaliers.
La chaîne de commandement des mercenaires étant désorganisée, ils ne sont que des cibles faciles que Clay peut éliminer dans l'obscurité. Tous morts, la poule aux œufs d'or est la prochaine cible. Utilisant la graffeuse comme instrument de torture, Clay veut savoir qui est au-dessus de lui. Tout en expliquant pourquoi il fait cela. Tout cela parce qu'ils ont mis en difficulté la seule personne qui se soit jamais souciée de lui. La poule aux œufs d'or finit par craquer, lui montrant le sommet de cette farce. Vérone arrive enfin et, s'adressant directement à Clay, l'assure qu'il existe des lois pour ce genre de choses, mais Clay répond qu'il y a des choses que les lois ne peuvent pas résoudre, mais qu'il peut le faire. Il s'enfuit alors que les autres agents arrivent. Pour l'instant, il se contente de la poule aux œufs d'or et de son gang. En regardant l'ordinateur portable, même Verona sait qui est la cible de Clay. Dans un restaurant chic, Derek est malade d'inquiétude et Wallace reçoit la terrible nouvelle. Ses mercenaires sont tous morts. Il est peut-être temps d'appeler la mère de Derek. Clay ne peut pas agir s'ils sont à proximité de Jessica et de ses hommes. L'idée plaît à Derek. Derek lui téléphone, sans révéler la situation de Clay, et lui demande s'il peut lui rendre visite, ce qu'elle accepte. Il s'avère que Jessica est la présidente des États-Unis d'Amérique. Clay ne peut pas exterminer la reine des abeilles, n'est-ce pas? L'agent ami de Vérone dit que c'est peut-être une bonne idée de laisser Clay faire son travail, mais elle ne peut pas, même si c'est la chose à faire d'un point de vue moral. Verona informe le directeur adjoint du FBI que Clay suit l'argent. Nine Star United utilise un logiciel d'exploration de données pour identifier les personnes sans héritier ni membres de la famille et pour cibler leurs actifs. Mais une autre société est impliquée, qui est utilisée par plusieurs agences gouvernementales américaines. Toutes deux sont gérées par Danforth Enterprises, fondée et dirigée par Jessica Danforth, qui a récemment démissionné parce qu'elle a été assermentée en tant que présidente. Ils sont les trois seuls à le savoir et le directeur adjoint tient à ce qu'il en soit ainsi. En raison de l'association de Jessica à la fraude, Derek n'est peut-être pas le seul à être coupé du monde. Le président est en danger. Dans la maison de plage des Danforth, la sécurité est renforcée. Mais Vérone est là pour la renforcer. Derek est déjà là, il se détend, il boit une bière. Mais Wallace ne cesse de paniquer, comme si le nombre d'agents des services secrets ne suffisait pas à arrêter un seul homme. Wallace a même engagé l'équipe d'élite qu'il pouvait imaginer. Yellow a déjà tué un apiculteur, mais au prix fort. Il espère avoir de la chance cette fois-ci. Jessica est furieuse que personne ne l'ait informé de ce qui était en jeu. Les services secrets vont jusqu'à souder toutes les bouches d'égout autour du domaine et à contrôler minutieusement tous les véhicules qui passent. En se frayant un chemin dans le réseau d'égouts, le couvercle soudé n'empêche pas Clay d'ouvrir la bouche d'égout. Il enfourche un skateboard et se dirige vers une voiture qui le précède. L'un des policiers aperçoit Clay, mais avant qu'il ne puisse faire le moindre bruit, Clay le neutralise et le pousse à l'intérieur. Clay a maintenant le déguisement parfait pour entrer en scène. Avec l'arrivée de l'équipe de tueurs de Yellow, l'endroit est peut-être le plus sûr de la planète. En enfilant le costume, Clay entame la suite de son plan. Il s'agit de se fondre dans la masse des invités. Vérone voit le directeur adjoint parler au président et comprend qu'il est en train de découvrir la vérité. Prend son fils et se rend dans une salle privée, où il ne reste que 3 personnes. Le directeur adjoint fait part à la famille de ses inquiétudes concernant l'argent illégal et Jessica pose la question à Derek, en tant que chef d'entreprise. Cela le met mal à l'aise. À la recherche de ses cibles, Clay est repéré par Verona et lui fait signe, mais elle informe tous les services secrets que Clay est dans la maison. La brigade criminelle entre également en action. Le trouvant à l'extérieur, toutes armes dehors, Clay est sur le point de se rendre. Wallace donne son feu vert à l'exécution, mais Clay n'est pas du même avis. Faire exploser des voitures est une distraction suffisante pour abattre quelques hommes et entrer dans la maison. Yellow n'est pas encore sorti d'affaire. Clay veut le moins de morts possible et la prise en otage d'un agent lui garantit un passage sûr. Dans la cour, il démantèle un à un les membres de l'équipe de tueurs, atteignant définitivement la cible principale, qui commence alors à se quereller avec sa famille. Jessica décide de dire à Clay et au monde entier la vérité sur l'utilisation du logiciel d'extraction de données par Derek, même si cela signifie tout perdre. Clay est à quelques secondes de la pièce où se trouvent Derek et ses compagnons, mais Yellow est un dur à cuire. Les deux s'affrontent au corps à corps, se jetant l'un sur l'autre. Yellow meurt. À ce stade, Vérone est peut-être la seule personne pour laquelle Clay a un faible. Alors qu'il arrête l'hémorragie, Wallace dit à Clay qu'il a prouvé qu'il avait raison, qu'il peut encore retourner vivre une vie tranquille. Pour Clay, c'est une affaire personnelle et il est ici pour réparer les torts qu'il a subis. Il place une claymore sur la porte et fait asseoir Wallace. Alors que Clay est sur le point de faire son entrée, Derek tire sur le directeur et prend sa mère en otage au moment où Clay fait sauter la porte et entre. Vérone fait également son entrée et il y a un affrontement. Clay demande à Verona de décider s'il veut travailler pour la loi ou pour la justice. Derek tape et s'enfuit. Le président est indemne. Vérone a encore une chance, mais elle choisit la justice. Clay lui fait un dernier signe de tête avant de s'enfuir.
Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.